Bonjour à tous, Privyet Druzia, как дела, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir d'interviewer Patrick, français, qui vit depuis un certain moment en Russie. Il a été chef dans des restaurants en Russie et j'ai hâte de vous raconter son histoire. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Pour les Français et les francophones qui décident de venir vivre en Russie, j'ai aussi mis en place un groupe Telegram. Je mets le lien en description, ça va vous permettre d'avoir plein de bons plans, de créer votre premier réseau d'amis et d'entourage. C'est très important. Поехали. Cela fait maintenant plus d'un mois que je collabore avec Rootfi, et je tiens à les remercier pour leur confiance et leur soutien. Grâce à leur service de transfert d'argent, des centaines de mes abonnés ont déjà pu transférer de l'argent en toute sécurité entre l'Europe et la Russie, malgré les sanctions internationales. Ce service unique contourne les blocages qui rendaient les transferts d'argent quasiment impossibles ces derniers mois. Avec Rootfi, envoyez vos fonds en moins de 60 minutes, que ce soit pour transférer des roubles en euros, dollars ou inversement. Le service garantit des transactions fluides et sécurisées. Chaque transfert est protégé par un système de cryptage avancé et la technologie blockchain. La confidentialité de vos données est assurée. Aucune information personnelle n'est conservée. Avec Rootfi, les transferts se font directement de carte à carte, sans intermédiaire. Pratique et ultra rapide pour tous vos besoins personnels ou professionnels. Faites confiance à Rootfi pour des transferts sûrs, rapides, au-delà des frontières. Salut Patrick. Salut Charles. Ça va? Ouais, ça va. Content de t'avoir sur ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. J'ai eu la chance de rencontrer Patrick donc il y a 15 jours. J'ai trouvé son histoire et son parcours super intéressant. Je pense que ça va vous plaire. Première question, depuis combien de temps tu es en Russie? Ben moi déjà, ça fait depuis 16 ans que je suis en Russie. Ça fait 16 ans, mais ça fait longtemps que je voulais être en Russie. Et pourquoi la Russie Parce que déjà, j'étais sportif. Je faisais beaucoup de marathons. D'ailleurs, je passe un petit bonjour à tous mes amis sportifs, les marathoniens en France. Et puis, j'étais en fait coaché par des Russes en France, qui habitent du côté de Béziers, tout ça, de Lézignan. Donc, j'étais entraîné par eux et je connaissais déjà les traditions russes. C'est-à-dire les bagnes, avec les bouquets, tout ça, tu vois, vraiment, c'était vraiment... Et j'ai dit à mes amis, emmenez-moi là-bas. Moi, je veux partir là-bas, j'aime la Russie, ça me plaît, et tout ça. Mais tu travaillais en France? Ouais, je travaillais en France. Ouais, si tu veux que je te raconte un petit peu mon parcours en France. Ouais, je veux bien. Ouais. Voilà, mon parcours en France. J'ai eu de la chance. J'avais mon père qui avait 33 restaurants. Ouais, il travaillait dans une grande chaîne hôtelière. Il était directeur général d'une chaîne hôtelière. Et puis j'ai ma mère qui avait 4 restaurants. Qui avait 4 restaurants et qui est encore en vie, que je lui passe le bonjour à ma mère. Et puis voilà, donc j'ai grandi un peu dans la restauration, quoi. Carrément là. À 4 ans, j'ai épluché les carottes, quoi. Et puis voilà, et puis le jour où j'avais plus envie d'aller à l'école, ma mère me dit si tu n'as plus envie d'aller à l'école, ben, tu vas aller travailler. J'ai dit ok, ben, de toute façon c'est ce que je veux travailler. Et ma mère connaissait beaucoup de restaurateurs, des étoilés Michelin et tout ça, donc j'ai commencé à l'âge de 15 ans à travailler, quoi. Donc j'ai eu une dérogation par l'éducation nationale où je pouvais travailler et aller à l'école. Ah, t'allais toujours à l'école? J'allais à l'école toujours, oui. Mais en sortant de l'école, j'allais travailler, parce que je voulais toujours travailler. Ça me plaisait un petit peu la vie nocturne, tout ça, déjà à 15 ans. Ouais. Et puis, moi je suis de Montpellier, hein. Donc j'avais travaillé dans un restaurant qui était une étoile Michelin. Et c'est là où ça a commencé ma vie professionnelle, c'était génial, quoi. Rentrer le soir, déjà ça me plaisait. Mais bon, c'était ton premier salaire? Mon premier salaire. Et ma mère me dit, maintenant tu as ton premier salaire, maintenant tu t'achètes ton premier jean, quoi. Très bien. Donc voilà, j'ai commencé à forger mon caractère, quoi. Ça a formé 15 ans. Ah ouais. Donc voilà, j'ai commencé à travailler et puis ben, ça se passait bien, plus ou moins, puisque bon, comme on sait très bien, je fais passer le bonjour à tous mes amis chefs, tout ça.
Et on sait très bien que on travaillait pour un étoilé Michelin et tout ça, c'est assez dur, c'est très disciplinaire. Beaucoup d'horaires? Beaucoup d'horaires. Bon, j'avais les sous-chefs, j'avais les chefs de parti et tout ça, donc j'étais le petit, il fallait que je morfle, quoi, hein, c'était du biseautage, quoi. Donc je suis rentré le matin, le soir, ma mère, je lui ai dit, tiens, regarde, tiens, j'ai un hématome là, de mon sous-chef, là, j'ai un hématome de mon chef de parti. Bon, et ça s'est très bien passé, hein, j'ai grandi dans ce milieu-là, dans la restauration. Et après, j'en avais marre un petit peu de la France. Déjà, il y a combien? J'ai 53 ans, déjà ça fait quand même 35 ans. Et t'en avais marre de quoi? T'en avais marre de quoi à cette époque? Cette routine de la France. J'étais fait pour voyager. Donc ma mère, elle m'a dit, si tu veux voyager, on avait des amis en Guadeloupe. Je suis parti en Guadeloupe. Ouais, donc en fait, t'en avais pas marre de certaines choses qui peuvent se passer en France, c'était plutôt toi, marre d'être au même endroit. Tu avais ce besoin de voyager, découvrir d'autres choses. De découvrir d'autres choses, de m'épanouir mon esprit, quoi. Donc voilà, je suis parti en Guadeloupe, j'ai travaillé pendant 1 an et demi en Guadeloupe, je faisais des amis. Bon, je faisais pas de la restauration. Enfin, j'en ai fait un petit peu, mais j'ai fait surtout changer des fenêtres, faire du placo et tout ça, quoi. Et après, bon, j'avais un petit peu la nostalgie. Bon, on va dire, la Guadeloupe, c'est quand même la France. Je suis revenu en France et là, j'ai commencé à, ben, si tu veux, bon, j'ai fait l'armée avant la Guadeloupe, hein, dans un camp disciplinaire. J'étais dans un camp disciplinaire. T'as fait quelle armée? Ben, j'étais à côté de Nancy, dans les commandos, un peu la Légion, quoi, et tout ça. Donc, pas mal. Je restais dans la discipline, avec la restauration, plus maintenant. Ouais, toi, tu devais être quelqu'un de très cadré quand même. Ben, même si c'était très cadré, il fallait déjà se cadrer aussi. Hein. La maison doit être propre. Ah oui, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Non, et après, j'ai commencé à faire des saisons. Je faisais les saisons d'hiver en montagne. Je travaillais en Suisse. Je travaillais 2 fois en Suisse. J'ai travaillé dans un 3 étoiles Michelin en Suisse, à Genève. Et puis après, j'ai travaillé à la mer, du côté de, comme je suis de Montpellier, à Palavas, la Grande Motte, tout ça. Je faisais beaucoup les saisons d'été à la mer. Donc voilà, et après, bon, j'ai commencé à faire du sport intense. Et j'ai commencé à courir parce que j'ai eu un grave accident à 16 ans, où je me suis brûlé la jambe. Oh. Ouais, au 3e degré. Et puis j'avais un professeur qui m'a dit, j'étais sur un fauteuil roulant et tout ça, et il me dit, jamais tu pourras plus courir, tout ça. Donc déjà que j'avais déjà un dur caractère, j'ai dit, attends toi, tu vas voir que... Si je peux pas courir. Si je peux pas courir. Et c'est là où je me suis mis à courir. Je me suis mis à courir intensément, j'avais des amis coureurs et tout ça, et puis j'ai commencé à courir, et ça a commencé avec mes amis russes, que je passe le bonjour, Andropov, Tchoprakov, Konichev, ils sont tous en France, des sportifs de très haut niveau, quoi. Eux, ils vivaient en France grâce à la course à pied, et c'est là où ils m'ont entraîné, et c'est là où c'est commencé le sport à très haut niveau, quoi. Enfin, à très haut niveau, j'étais pas à un niveau international, mais tu peux courir un marathon. Ben, j'en ai fait presque 30 dans ma vie de marathon. C'est énorme, c'est énorme. Donc j'ai fini 5e français au marathon de New York. 5e français? 5e français au marathon de New York en 2h30, quoi. Il y a déjà un niveau. Voilà, donc ça c'était ma passion, mais bon, ma passion, il fallait pas... Je pouvais pas trop y vivre sur ma passion, hein. J'étais un petit peu vieux après, hein. À 30 ans, tu commences à être à 25 ans, 26 ans, tu es un peu vieux pour vivre de ta passion. Donc j'avais la mère de mon fils, parce que j'ai un fils qui a 25 ans, que je passe le bonjour aussi. Lui aussi, il est dans le métier de la restauration, il est plus dans la boucherie, il ouvre son traiteur. Lui, il est en France toujours? Ouais, lui, il est en France, ouais. Donc voilà, et puis... la mère de mon fils, elle me dit, mais tu ne pourras pas courir toute ta vie, maintenant il faut que tu aies un métier en or, tu sais faire les choses, maintenant il faut que tu fasses quelque chose. Et puis j'ai décidé d'ouvrir un traiteur. Donc à Montpellier, j'ai ouvert un traiteur avec un restaurant spectacle, où j'avais mes amis, les Gypsy Kings, qui venaient faire Ils sont passés il n'y a pas longtemps, et ils devaient passer il n'y a pas longtemps à Moscou, là.
Ben, ils sont passés. Ils sont passés au final? Ben, ils sont venus. Ils ont fait 3 concerts. On a fait 3 concerts avec eux. Tu les as vus? Ouais, voilà, bien sûr. Ouais. C'est mes amis, quoi. C'est mes amis. Et puis voilà. Parce que vous allez voir, Patrick a un certain réseau, il connaît quand même certaines personnes. Je pense que ça va intéresser certains d'entre vous. Ben oui, en parlant de ce réseau-là, j'étais le chef privé d'Alain Delon, puisque en fait je travaille dans un restaurant. Avant d'ouvrir mon traiteur, je travaille dans un restaurant. Et ce restaurant, c'était le directeur, enfin le patron de la bijouterie Cartier à Paris. Et c'était un des meilleurs amis à Alain Delon. Et Alain Delon, il tournait un film justement à Montpellier. Et c'est là où il m'a dit, tiens, si tu veux, tu t'occupes d'Alain Delon, tu seras le chef privé. J'étais tout fier, quoi. À 22 ans, j'étais incroyable. Après, j'ai ouvert mon traiteur, alors comme je disais, j'ai ouvert mon traiteur à Montpellier. Et c'est là que j'ai commencé à connaître Gérard Depardieu, puisque Gérard Depardieu, il avait des vignes du côté de Béziers. Donc je faisais avec mon traiteur, je faisais des manifestations. Et j'ai connu Gérard Depardieu très jeune aussi. Ouais, très jeune. Ouais. J'avais 27 ans quand j'ai ouvert mon traiteur. Ouais. Très dur. C'était très dur. Je faisais presque le samedi, je faisais 5 mariages, quoi. J'avais beaucoup travaillé pour ce traiteur, 7 ans. Et voilà, je vais te raconter une histoire, Charles, sur la France. Je travaillais beaucoup. Je ne reprochais rien à la France. Je travaillais beaucoup en France. Et j'avais un gros traiteur. Je faisais 5 mariages tous les samedis. J'étais le cuisinier personnel de la répression des fraudes, où justement il y avait Nicolas Sarkozy qui était ministre de la répression des fraudes, que j'ai connu aussi, Nicolas Sarkozy. Et au bout d'un compte, quand tu travailles beaucoup en France, tu gagnes rien. Donc plus tu travailles et moins tu gagnes. Donc j'avais décidé de liquider mon entreprise. Et ça, hein, ce que dit Patrick, hein, j'ai beaucoup de Français qui m'écrivent, qui souhaitent rejoindre la Russie. Et c'est vrai que j'ai aussi des restaurateurs, des chefs d'entreprise qui font un certain chiffre d'affaires, mais derrière, en fait, il leur reste rien une fois qu'ils ont payé les salariés, les charges, les taxes au gouvernement, etc. Donc ils triment toute l'année, ils bossent comme des fous, ils créent en plus des emplois, vraiment une plus-value. Et derrière, ils ne sont pas récompensés. Et beaucoup de Français en ont vraiment ras-le-bol de ça. Et après, j'ai eu une proposition de travailler dans une école de cuisine qui s'appelle Gastronomicum au Cap-d'Agde. Cap-d'Agde, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est dans le sud de la France, c'est à côté d'un petit village naturiste. Que certains connaissent. Et puis voilà, j'ai travaillé dans une école Gastronomicum pendant presque 3 ans, et c'était une école un macaron Michelin. C'était le top pour moi, c'était vraiment super. Et puis c'est là où je me suis marié avec ma première femme russe que j'ai rencontrée en vacances. Je me suis marié avec elle au Cap-d'Agde. On vit dans un petit appartement. Et ça a duré pendant 3 ans, ce Cap-d'Agde. Et après j'ai dit tiens, j'ai mieux à faire en Russie, quoi, en Moscou. Et je suis parti à Moscou. J'ai tout vendu, Avec ta femme? Avec ma femme, bien sûr, qui était russe. J'ai galéré pendant 6 mois en Russie, puisque c'était une période, il y a 16 ans de ça, c'était une période de crise. Donc il y a 16 ans, c'était quoi, 2007, 2000... Ouais, 2007-2008. Donc c'était la pleine crise mondiale. Ouais. Donc là, ils l'ont pris de plein fouet ici? En Russie? Ouais. Ouais, enfin ils l'ont pris... pour moi en Russie, jamais eu de crise. On arrive toujours à se remonter. Je t'expliquerai ça. Donc je suis parti et j'ai vécu avec mon beau-père qui m'a fait les papiers. Et voilà, je suis pas revenu en France. Je suis toujours resté, toujours en Russie. C'est un pays qui m'a beaucoup, comment te dire, plu. Quand tu arrives en Russie, tu as déjà, si tu es bien accueilli, tu as tout à gagner ici. Si tu es ami avec des Russes, moi j'étais ami avec mon beau-père, c'était mon beau-père, il m'a aidé à faire les papiers, il m'a aidé à découvrir la Russie, il m'a aidé à découvrir les gens russes. Justement, tu arrives en Russie, 2007-2008,
Après 1 ou 2 mois, c'est quoi tes premières impressions sur le pays, sur la population, sur les Russes en eux-mêmes? C'est quoi tes premières impressions? T'étais à Moscou? J'étais à Moscou, ouais. J'étais à Moscou, j'étais à Khimki. Et cette première impression, une petite angoisse quand même. T'es pas chez toi. T'es pas chez toi et encore aujourd'hui, 16 ans plus tard, on n'est pas chez nous. Donc ça, il faut bien y penser que faut pas faire une erreur. Parce que tu pars aussi vite que tu es arrivé. Et donc, une petite angoisse sur l'architecture des appartements, tu vois, c'était pas... j'habitais pas au Kremlin, quoi, hein, j'habitais pas sur la place Rouge, quoi. Donc j'habitais dans la banlieue, quoi. Donc Khimki, c'est la banlieue, donc je voyais un peu, et je me disais, tiens, c'est quoi, il y a la guerre ici? Dans ces grandes tours, ouais, qui sont assez impressionnantes. Hein. Moi aussi c'est quand je suis arrivé en Russie, donc c'est vrai qu'il y a le cœur de Moscou qui est absolument grandiose, mais quand on s'éloigne en voiture et qu'on voit ces grandes tours qui sont 10 fois plus grandes que celles qu'on peut avoir en France, ça remonte, j'imagine, c'est à l'époque communiste où il créait ces gros buildings. Et c'est vrai que il y a vraiment, waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Bon, après, quand tu as un caractère qui est un peu assez fort, tu t'y fais. Donc, tu t'y fais très vite. Tu t'y fais très vite si tu trouves des amis. Et quand tu as des amis en Russie, c'est peut-être pas comme en France. Ici, quand tu as des amis, c'est très proche. Et crois-moi qu'ils ne te lâcheront pas. L'amitié est très, très forte ici. Par contre, si tu as des ennemis, c'est très fort aussi. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Les émotions sont fortes. Voilà. Donc il vaut mieux avoir des amis. Ouais. Il vaut mieux avoir des amis et puis il vaut mieux en avoir peu, mais des bons. Voilà. Il ne faut pas dire que tout le monde est tes amis. Par contre, tu vois, j'ai eu une petite angoisse et ce qui m'a réconforté en arrivant en Russie, même sans travailler, ce qui m'a réconforté en arrivant en Russie, c'est la sécurité. La sécurité, parce que en France, il y a 15 ans de ça, je veux dire, moi je me suis fait racketter, j'avais un pistolet sur la tempe quand j'étais jeune, tu vois, on m'a tout liquidé, tu vois. C'était déjà le bazar, c'était déjà un certain point. Mais bien sûr, même 30 ans en arrière, quoi. 30 ans en arrière, tu t'imagines. Et tu arrives dans un pays, un pays disciplinaire, comme la Russie. Pour moi, c'est pas disciplinaire, c'est un pays où il y a des règles, où tu dois les respecter. Si tu ne les respectes pas, tu t'en vas. Voilà. À tes risques et périls. À tes risques et périls. Et là, tu arrives donc, tu parles pas forcément bien la langue. Pas du tout. Pas du tout. Tu es avec ta femme, tu es ami avec ton beau-père, tu t'installes progressivement. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu lances un business, tu travailles, tu apprends d'abord la langue. C'est quoi tes étapes? Ben moi, j'ai jamais été très fort en langue. J'ai travaillé en Espagne, j'ai eu du mal à m'adapter. J'ai toujours eu du mal à m'adapter dans certains pays, quoi. Même quand je travaillais en Suisse allemande, je travaillais à Stade. Je prêche Deutsch. Ouais, voilà, tu vois, j'ai jamais été très fort en langue. Mais en fait, j'ai jamais appris. Ici, j'ai jamais appris. En fait, j'ai appris la langue, tu sais, en cuisine. Donc, au bout de 6 mois, en arrivant, quand je suis arrivé ici, j'ai galéré pendant 6 mois. Et après, j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail dans un restaurant qui s'appelait La Bouillabaisse. Français. Français. La bouillabaisse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une soupe de poisson du sud. Du sud de la France, de Marseille. Donc, je savais très bien la faire, quoi, la bouillabaisse. Il existe toujours ce restaurant? Il existe toujours, ouais. Oh. Donc j'ai fait l'ouverture de ce restaurant, et j'avais une traductrice, complètement. Je travaillais avec une traductrice. Et puis voilà, j'ai créé ce restaurant, j'allais dans la salle avec ma traductrice, je me présentais comme... Il était à toi le resto? Non. Ah oui, tu bossais ici, quand tu dis j'ai ouvert un restaurant, c'est-à-dire que tu crées un restaurant, tu travailles et tu es un peu genre partenaire. Pas partenaire financier, partenaire gérant. Voilà. Moi, j'en ai ouvert beaucoup de restaurants ici en Russie. J'ai ouvert beaucoup de restaurants, mais c'est pas mes restaurants. Tu n'as pas de part dedans? J'avais des parts dans un restaurant qui s'appelait Sabor de la Vida. Il s'appelait Sabor de la Vida de Patrick.
Pour la traduction, Sabor de la vida, ça veut dire le goût de la vie de Patrick. Voilà. Donc j'ai ouvert ce restaurant où j'ai fait pas mal de choses avec les Gypsy Kings, on a fait des concerts et tout. Là, je commençais plus à parler le russe. Et puis là, c'était pas mal parce que je parlais mieux le russe, j'allais en salle, je discutais avec les clients. Et là où je me suis fait des bons amis, quoi. C'est dur de trouver un restaurant ici en Russie où tu as le chef de cuisine qui part en salle. Et niveau... Alors déjà, deux choses. Est-ce que dans la restauration, est-ce que c'est les mêmes valeurs, les mêmes principes de travail qu'en France? Est-ce que tu arrives à transposer ça? Est-ce que c'est la même chose ou c'est une méthode de travail qui est différente? Et au niveau salaire que tu arrives à sortir derrière, les charges, est-ce que c'était mieux ici qu'en France? Ouais, si je vais te dire une chose, ça fait 16 ans que je suis là, j'ai pas envie de repartir. J'ai pas envie de repartir parce que on dit jamais qu'on trouve toujours son bonheur, mais je pense que moi aujourd'hui j'ai trouvé mon bonheur parce que j'ai divorcé et je me suis remarié et j'ai une petite fille de 3 ans. J'ai réussi à acheter une maison. J'ai trouvé mon bonheur ici. Les salaires, bien sûr, ils sont plus élevés qu'en France. Ils sont beaucoup plus élevés qu'en France. Quand tu es patron? Non, quand tu es salarié aussi. Ah, c'est plus élevé. Tu gagnes plus en tant qu'employé en Russie qu'en France sur la restauration? Bah après, ça dépend le niveau. Oui, ça dépend ce que tu fais ici. Moi, en cuisine, c'est vrai qu'en cuisine, maintenant, les salaires ils sont beaucoup plus élevés. Ils sont 3 fois plus qu'en France, quoi. Et les charges sont petites. Donc tu ne payes pas de charges ici. Ici, tu payes tes charges de 13%. Et ils sont payés à la source, c'est-à-dire à ton salaire, donc tu ne vois rien du tout. Mais moi, tu vois, pour te dire une chose, pour les Français qui veulent venir en Russie, ce que je peux donner comme conseil, c'est ils viennent ici pour pouvoir vivre à l'européenne, ils sont mal barrés. Parce que ça sera très cher, ça va leur coûter très cher. Par contre, s'ils viennent ici et qu'ils vivent à la russe, c'est autre chose. Donc il y en a pour tous les goûts. S'il y a des Français aisés aujourd'hui et qui veulent toujours garder ce niveau de vie, voire même l'améliorer en étant en Russie, c'est possible. Bien sûr. Oui. Et s'il y a des Français qui sont plutôt soit dans la difficulté, soit des niveaux moins élevés financiers, etc., ils peuvent venir ici et s'adapter à la vie russe comme des millions de Russes. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça dépend comment tu viens ici, dans quelle optique. Si tu viens pour ouvrir directement une entreprise, ou si tu viens travailler comme salarié, et si tu viens vivoter, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de la place pour des Français ici. Bien sûr. Il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place et moi j'aimerais qu'il y ait encore plus de gens, de Français qui viennent pour montrer toujours la communauté française qui est toujours présente. Les Russes aiment beaucoup les Français. Ça, c'est vrai. Malgré ce problème, aujourd'hui, beaucoup les Russes, ils aiment la culture française. Et encore aujourd'hui, ils aiment partir à Paris, regarder la Tour Eiffel et manger un sandwich jambon beurre à Paris, quoi. Un Parisien. Un Parisien et une soupe. Moi, je sais que j'ai pas de problème moi avec les Russes quand je me présente que je suis français. Est-ce que tu trouves que la gastronomie, toi qui étais dans la restauration, la gastronomie française est assez présente en Russie? Est-ce qu'elle est aimée? Est-ce qu'elle pourrait être encore beaucoup plus présente? Elle pourrait être beaucoup plus présente, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a aussi des cultures ici kafkazes, où il y a une très bonne cuisine kafkaze, où les gens ils mangent avec... c'est un peu comme la cuisine marocaine, tunisienne et tout ça, turque. Des gros plats de viande Voilà, avec plein de choses, et c'est très bon, c'est très bon. Les Russes aiment beaucoup ça. C'est vrai qu'ils critiquent un petit peu notre cuisine où il y a très peu dans l'assiette et tout ça, donc ils aiment quand même la grosse bouffe, on va dire. Après, il y a très peu dans l'assiette, on va dire que ça c'est sur les parties étoilées, mais si tu vas manger dans un restaurant auvergnat une potée, tu vas voir ce qu'il faut dans l'assiette. Dans les restaurants de terroir de campagne, là on va te charger l'assiette et c'est très bon ce que tu manges. C'est bien ce que tu dis parce que tu vois des restaurants comme ça, il n'y en a pas en Russie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des restaurants français, mais
c'est peut-être à faire, tu vois. Des restaurants un peu suisses, un peu avec de la fondue, des tartiflettes et tout ça. C'est des choses que... Il y avait un Français qui a ouvert ça. Ils étaient 3 Français et ils ont ouvert ça. Ça n'a pas marché, ils n'ont pas su le faire marcher peut-être. Mais ouais, tu vois, par les potées, les trucs comme ça, Auvergnat, ça doit marcher, parce qu'il y a quand même 6 mois de froid ici. Hein. C'est ça. 6 mois d'hiver. Hein. On commence l'hiver maintenant. Puis ils adorent les soupes, les machins et la potée. On se rapproche quand même je pense, d'un plat que les Russes pourraient aimer, par exemple. Ouais, un type typique de la campagne de Russie. Ouais. Ouais. C'est des choses qui doivent marcher. Maintenant, je vais te raconter un petit peu mon histoire en Russie, quand je suis arrivé en Russie. Je suis arrivé après l'ouverture de ce restaurant Bouillabaisse. Après, au bout de 3 ans, il y a beaucoup d'opportunités. En Russie, il y a beaucoup d'opportunités, il n'y a pas de chômage. Celui qui aime, qui veut travailler, il n'y a pas de chômage. Ça n'existe pas le chômage. Ici, tu ne peux pas... tu ne feras rien. Tu travailles ou tu travailles pas. Non, ici, il y a du travail pour tout le monde. Pour les Français, pour les Ouzbékistan, des Kirghizes, on va dire des Américains, tout le monde, pour tout le monde. Pour tous les goûts. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Hein, dans les domaines informatiques, dans le domaine de la restauration. On est dans un pays en plein développement. Donc il y a vraiment des besoins et des investissements permanents dans tous les domaines. Donc il y a du boulot. Mais si tu savais, en 16 ans, comme la vie a changé ici, c'est incroyable. Et moi, alors, j'ai pas cette expérience, Patrick, de 16 ans. Ça fait 9 ans que je suis avec ma femme. Je suis arrivé après un fois en Russie il y a 6 ans, 6-7 ans. Et je vois déjà beaucoup de changements dans les infrastructures, comment ça se modernise. Les routes aussi se modernisent. La façon aussi des gens de se comporter sur les routes. Avant, il y a 6-7 ans, quand j'arrivais, j'ai l'impression que c'était le Far West. Les gens, ils passaient par la droite. Ah ouais. On le fait encore quand même. Hein. Ouais, beaucoup moins, je trouve. Beaucoup moins. Les routes sont mieux, les hôpitaux, enfin vraiment tout ce que je vois, c'est vraiment, ça change énormément. Très vite même. Très vite. Très vite. Très vite. Peut-être on est aidé par, ici on est aidé par la Chine. On est proche de la Chine. Donc c'est vrai, industriellement, ils sont très forts. C'est les BRICS, hein. C'est les BRICS. C'est les BRICS, hein. Il y a eu le sommet à Kazan la semaine dernière. Ouais, là, les BRICS, c'est vraiment les pays en développement, très puissants, très riches au niveau de l'énergie, de l'économie. Donc, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui le boom, il se situe ici et pas forcément de l'autre côté. Bien sûr. Ça, on va dire, ici, pourquoi ça augmente vite? Parce que justement, les gens, ils ont envie, quoi. Ils ont envie d'une autre vie, ou pas d'une autre culture, parce qu'ils gardent leur culture ici, qui est forte, qui est très forte, et on n'enlèvera pas ici. Ouais. Ici, au niveau religion et tout ça, c'est très fort, bravo, franchement, bravo la Russie. Et religion, mais pas forcément qu'orthodoxe. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans différentes régions du pays différentes religions qui dominent. Et ils ont ce pouvoir, cette culture, cette histoire, où ils ont réussi à mêler plein de cultures différentes avec plein de religions différentes, et tout le monde s'entend globalement bien, se marche pas sur le pied et se font pas la guerre. Voilà, ouais, c'est ça. J'ai fait des choses extraordinaires en Russie. Je vais te raconter, Charles. Donc après la bouillabaisse, je travaillais dans une grosse fabrique. Bon, ça, c'était pas très intéressant. J'étais le brain chef de toutes les caféines, de tous les cafés de Moscou. Qui était pas mal parce qu'on faisait 10 tonnes par jour. Il y avait le Starbucks. Tu connais le Starbucks? Bien sûr. Ouais, il y avait le Starbucks. Il y avait tous les caféines où ils faisaient la cuisine rapide. Donc ça a duré. J'avais un très bon salaire, toujours avec une traductrice et tout ça. Et au bout de 4-5 ans, hein, qu'est-ce que je peux dire aux Français qui veulent venir en Russie? Il ne faut pas être pressé, mais il faut communiquer, il ne faut pas avoir peur de communiquer avec les Russes. Et puis, la langue, elle vient toute seule. Et après cette expérience-là de fabrique, j'avais envie de passer à autre chose. Mais c'était dur. Il y avait encore des petits moments de crise, tu vois. Peut-être j'étais capricieux, tu vois. Peut-être j'étais capricieux. On est toujours capricieux dans la vie. Et il ne faut pas avoir peur de manger des patates.
choses que j'ai fait. J'ai mangé des patates ici. J'ai mangé des... Ouais, j'ai compté des pièces. Mais j'étais tout seul, j'avais déjà divorcé, j'étais tout seul. Après, tu te retrouvais tout seul en Russie, avec toi-même. Ouais. On était passé dans la grosse difficulté. Je suis passé dans une grosse difficulté, sans chômage, sans aide financière de l'État, rien du tout, sans chômage. Que avec les documents officiels. Est-ce que ça t'est passé par la tête de vouloir rentrer en France ou... Non, tu veux que je te dise? Non. Vraiment non. Ça ne me manque pas, la France. Il n'y a que ma mère qui me manque et mon fils. Mais ça ne me manque pas. Vraiment, je suis sincère avec toi. Donc si tu veux, je me suis retrouvé un jour dans une dacha. Une dacha, c'est une maison de campagne, pour ceux qui ne savent pas. C'est une maison de campagne que chaque Russe, ils ont une petite maison de campagne. Et j'étais avec un ami français, on était en train de boire une petite bouteille de vin française. Et putain, je me faisais des soucis parce que j'avais pas de travail, j'étais tout seul, il fallait que je paye mon loyer et tout ça. Vraiment beaucoup de... Mais dans la vie, il y a toujours une chance. Et il faut savoir, la saisir. L'opportunité. Et il y a un Français qui appelle justement cet ami-là et il dit tiens, Jean-Pierre, comment ça va et tout. Il me dit je suis en galère, je cherche un chef français. Je cherche un chef français qui... Mais bon, j'arrive pas à trouver. C'est, on va dire, entre parenthèses, c'est un gros problème, ce travail. Et Jean-Pierre, il dit, tiens, bah, écoute, ça tombe bien, écoute, j'ai Patrick à côté de moi. Je dis, ouais, qu'est-ce que Patrick? Il me dit, bah, passe-moi-le, je vais lui expliquer. Ouais, il s'appelle Éric Le Provost, le chef français, qui est en France, en Russie depuis longtemps, quoi. Et puis, bah, je lui passe le bonjour et je le remercie pour ce travail-là qu'il m'a donné, cette expérience. Et puis il me dit, voilà, il me dit au téléphone, il me dit, écoute Patrick, j'ai un travail pour toi, mais écoute, il n'y a aucun chef français qui veut le faire, c'est un gros bordel, il faut partir à Vladivostok. Vladivostok, pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est complètement de l'autre côté de la Russie. C'est à côté de la Chine, ouais. 8 ou 9 heures d'avion. 8 ou 9 heures d'avion et 9 heures de décalage, voilà. C'est très grand la Russie. Hein. Et puis ben, j'ai réfléchi pas longtemps, quoi. Voilà, ça m'a mis, j'ai réfléchi 5 minutes quand même. Et j'avais rien à perdre, et puis j'ai dit, ben, donne-moi les numéros et demain je l'appelle, quoi. Donc j'ai fini ma bouteille de vin. Le lendemain, j'ai appelé cette personne-là qui devait organiser cette manifestation à Vladivostok. Et tu sais ce que c'était, Charles? C'était pour faire à manger à 22 présidents de la République. Un J22. Un J22, waouh. Je me suis demandé ce que j'étais capable de faire ça. Mais avec tout ce que j'avais fait derrière moi, j'avais rien à perdre. Et j'avais l'air insolide. Et puis j'ai rencontré cette personne-là sur la place Rouge, au Kremlin. Une personne très sympa. Il a vu mon CV, et qui lui a beaucoup plu. Il me dit, voilà, c'est une personne comme toi que j'ai besoin. Il me dit, mais ça va pas être très facile, c'est pour faire manger. On a très peu de temps, il faut trouver 70 personnes, 70 cuisiniers et 160 serveurs. Wow. Parce qu'il fallait me faire manger à 2000 personnes par jour, quoi, pendant 10 jours. Wow. Bah, tu sais, Charles, je suis arrivé, on a tout organisé, j'ai cherché le personnel à Moscou, dans les régions et tout ça, et j'ai trouvé tout le personnel, 70 cuisiniers, les serveurs, bon, il y avait des maîtres d'hôtel qui ont trouvé et on est parti, quoi. Tu vois, rien que t'en parler, tu vois, ça me donne des frissons. Incroyable. Et on est parti avec des avions, mais alors des avions, je dis pas un avion, on est parti avec des avions, avec les fours dans les avions, la nourriture dans les avions, on n'a rien acheté. Ça, c'était payé par le gouvernement? Non, c'était payé par le traiteur, quoi, celui qui avait... Et on est parti là-bas, on est arrivé sur une île parce que en fait c'était une inauguration d'un pont. Et c'était l'océan Pacifique, tous les présidents de l'océan Pacifique qui ont payé ce pont. C'est le pont rouge de Vladivostok, c'est pas celui-là? C'était la Thèse, oui, c'était le pont rouge. Donc, et puis c'est là où j'ai commencé à organiser toutes les cuisines, et j'ai organisé tout de A à Z. Et j'avais trois chefs français avec moi quand même qui m'ont aidé. On en a pris un à Paris,
On a pris un à Paris et tout ça, et moi je suis arrivé pour tout gérer. Écoute, tout s'est passé, mais alors j'étais fier de moi, tous les matins je partais, le matin, un moment, les 3 premiers jours, j'ai pas dormi. Hein. Donc déjà, c'est mon patron qui m'a dit d'aller dormir. Pas trop posé. Et le matin, je partais le matin travailler en pleurant. Je dis, Patrick, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais à manger pour 22 présidents de la République. T'avais qui comme président de pays connus, par exemple? Ben, j'avais le président chinois, j'avais le roi de Thaïlande, j'avais le Japon, tout l'océan Pacifique. Du costaud. Du costaud, quoi. Donc, j'ai serré la main à beaucoup de présidents de la République, j'étais très fier, quoi. Avec ta... Voilà, avec ma toque, hein, voilà, ouais, c'était émouvant. Et quand j'ai fini mon contrat, et tout s'est bien passé, 2000 personnes par jour, je faisais à manger, tout s'est bien passé. Quand j'ai vu mon patron, qui était très content, je lui ai dit, tiens, ben, écoute... Ils se sont régalés. Ils se sont régalés, tous les présidents, on a fait de la cuisine française. Il me dit, ben, lundi, quand je rentre à Moscou, je vais chercher mon salaire. Et il me dit, tu viens chercher ton salaire, mais tu viens chercher ton contrat aussi. Et je suis allé chercher mon salaire, puis j'ai eu un très gros salaire en 10 jours de ça. Et j'ai cherché et j'ai signé mon contrat. Et j'ai travaillé chez lui pendant 2 ans dans un traiteur où il y avait 3 traiteurs. Et je m'occupais des traiteurs dans toutes les régions de Moscou. Justement, j'ai fait à manger au président de Miller, c'est le président de Gazprom, et où j'ai fait à manger chez lui grâce à ce traiteur, et tu vois. Donc j'ai travaillé pour des personnalités aussi, pour un grand patron de banque de Whisky Standard. J'ai fait à manger au Ruslan Tarico. J'ai fait à manger aussi, j'étais le chef de, comment on appelle ça, Rosneft, pardon. Rosneft. Ça c'était à, comment on appelle ça, Neftejugansk. C'est incroyable, c'est la Sibérie. Pendant 8 mois, tu vois que de la glace, tu sais même pas s'il y a du béton. Tu vois que de la glace, c'est incroyable. Alors voilà, mais c'est fou ton parcours. Je ne sais pas si vous réalisez, mais donc tu as pris ce risque de tout quitter pour venir vivre en Russie. Tu as connu la galère qui peut effectivement forger pour le futur, mais en ayant connu cette galère, il y a eu une petite opportunité, tu l'as saisie, et bam, tu es monté. Et là, tu es remonté d'un coup. Ça t'a fait rencontrer un réseau incroyable, et là, tu as été lancé. Et après, après je suis lancé, et puis voilà, donc après je suis revenu, j'ai travaillé dans ce traiteur pendant 2 ans, et c'est là où j'ai ouvert un restaurant de A à Z. Mais pas moi financièrement, hein, je répète. Hein. Je me souviens d'une histoire qui m'a marqué quand on s'est vu il y a 15 jours. Est-ce que c'était avant ou après? Tu avais travaillé pour une famille de très riches, enfin de milliardaires. Tu te souviens? Il était à table et le mec il disait Ah oui, ça c'était le patron de la banque Whisky Standard et de la vodka. Tu peux raconter ce qui tu bossais comment? Oui, en fait, je travaillais pour lui, cette personne-là, et en fait, c'était bien parce que je pouvais m'asseoir à côté de lui, c'était une personne qui était très sympa. J'étais aussi à côté de lui, et puis il avait acheté la maison de... Comment il s'appelait le président d'Italie là Machin, celui qui est comme ça là. Ouais. Comment il s'appelle? Massimo. Bon, enfin bref. Ok. Bon, ça nous reviendra. Et puis il a Berlusconi. Il a acheté la maison de Berlusconi et il avait une maison aussi à Miami. Et ce qui se passait, c'est que c'était quelqu'un qui était très diététique. Et déjà, moi, avec mon sport, avec mes marathons, déjà, je pensais déjà beaucoup à la diététique. Je ne mange pas de viande, je suis végétarien, je ne mange pas de viande, donc je fais attention à ce que je mange. Je t'expliquerai après pourquoi. Et donc lui, il était très diététique le matin. Il était très diététique le matin, et puis le matin, il fallait attention à ce qu'il se mange. Il avait la famille, le fils qui était sans gluten, après il avait la fille qui était sans lactose, tu vois, c'était plus une famille, c'était un hôpital, quoi. Et le soir, par contre,
Et elle avait ses personnalités et tout ça, et il fallait boire un petit peu, puisque c'était quand même le patron de la vodka, et il fallait... Vodka, beluga. Non, whisky standard. Whisky standard. Donc whisky standard, et c'est là où, dès qu'il pétait un petit peu, il pétait un plomb, et il commandait tout. En 5 minutes, il commandait son service de sécurité, parce que c'était quelqu'un de très milliardaire, quoi, hein. Son service de sécurité, et on devait préparer la nuit pour 30 personnes, tout à manger pour l'avion, quoi, et on partait soit en Italie, soit en Miami, quoi. Tu disais, il se mettait comme ça. Ah ouais, il réfléchissait. Bon, Patrick, part à Miami. Voilà. Extraordinaire. Bon, après, ça m'a un petit peu gonflé. Ouais, c'est difficile. C'est difficile la vie comme ça. Donc après, voilà, après ça, j'ai ouvert ce restaurant là. J'ai ouvert ce restaurant qui s'appelait Savoir de la Maison de Patrick. Et là, j'ai ouvert de A à Z ce restaurant où ça me plaisait. Je travaillais vraiment, j'avais 30% des affaires, du chiffre d'affaires, mais j'avais rien investi. J'avais investi que mon savoir-faire, quoi. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans cette période-là dans ce restaurant. Et c'est là où j'ai connu aussi pas mal de personnalités. J'ai connu beaucoup de personnalités françaises, tout ça. Depardieu est venu te voir ou pas? Non, je n'ai pas venu de Depardieu. Je connaissais Marc Vera. Marc Vera, c'est un 3 étoiles Michelin, je ne sais pas si tu connais. Hein, celui avec le chapeau noir, là. Lui qui m'a fait... il m'a demandé de venir chez lui pour être chef de cuisine. Je ne suis pas parti. Enfin, je suis parti, mais je suis revenu vite. On va passer sur ce sujet-là. Ouais. Sur la Russie. Voilà, on reste sur la Russie. Après, j'ai travaillé à Auchan. Je travaillais à Auchan pour une boîte française. En arrêtant la cuisine, donc. Là, tu avais arrêté la cuisine et tu as bossé pour Auchan. Non. Je continuais pour la cuisine. En fait, j'ouvrais des projets avec Auchan. On ouvrait du traiteur. J'ai ouvert les traiteurs à Auchan. Donc toutes les recettes, c'est moi qui ai fait les recettes de traiteurs dans tous les magasins de Auchan. C'est comme ça se passe en France, au Carrefour et tout ça. Donc il y avait un gros projet à Auchan, j'avais un très gros salaire, j'avais l'appartement, tu vois où on est aujourd'hui, Auchan me payait, l'appartement, j'avais un très gros salaire. Et après, après il y a eu cette catastrophe avec cette guerre là, qui s'est passée, et puis ils ont viré tous les Français, ils ont viré, Auchan ont viré tous les Français qui étaient en Russie. Sauf en haut. Hein? En haut, il y en a toujours... Bon, il y en a un. Il y en a un ou deux. Ok. Tu vois, il y en a un ou deux, mais moi j'ai pas compris pourquoi. Tu vois. Bon, financièrement, on va pas parler de. Ouais, puis c'est politique aussi. Politique, voilà. Et puis voilà. Donc, les boîtes françaises ont dû partir dans leur majorité, sauf quelques-unes qui ont pu rester. Mais ouais, ok. Bah, je pense que maintenant, aujourd'hui, les boîtes françaises, ils le regrettent. Ils le regrettent parce que. Les boîtes comme Renault, etc., c'est des parts de marché qui étaient importantes. C'est dur. C'était même. Maintenant qu'ils veulent revenir, on va pas les rater. Hein. Tu sais, quand je dis on va pas les rater, c'est parce que moi je me sens russe. Maintenant, je me sens plus russe que français. T'as un passeport russe, toi? Ben, j'ai envie de l'avoir. Je souhaite. Je veux pas dire ça, mais même si je dois renoncer à mon passeport français, je préfère le passeport russe. C'est fort, hein, ce que je dis. Ah, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Faut être sûr. Ouais, je suis sûr. Je suis sûr de moi au bout de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai ma femme, j'ai ma fille. Tu jamais en France? Ben non, je suis pas retourné depuis avant le Covid. Wow. Voilà, avant le Covid, je suis pas retourné. Il y a que ma mère qui me manque et mon fils. Tu vois, ça va être dur aussi pour ton fils. Ben, il est venu en Russie. Il est venu, on est passé, quand j'ai pensé à toi parce que tu as fait le Carélie, tu sais, tu es allé au Carélie. Et on est allé au Carélie, tous les deux, vraiment, on a passé des moments en Russie, c'était super inoubliable. Dans cette nature somptueuse, ouais, j'imagine. Ouais, voilà, et puis... Et donc aujourd'hui, tu as appris, entre guillemets appris, parce que tu maîtrises déjà le métier de la restauration, des aliments, et tu t'es reconverti dans un nouveau métier. C'est pas un nouveau métier, puisque je reste dans l'alimentation. Je vais t'expliquer en 3 mots ce qui se passe.
Je travaillais à Nefiogansk en Sibérie. Et je suis arrivé à l'aéroport et puis je me sentais pas bien, tu sais, j'avais, comment on appelle ça? Un malaise. Un malaise. Non, pas un malaise, un peu de température. Et puis, je vois que j'avais le Covid. On m'a pris une prise de sang et j'avais le Covid. Donc il fallait que je reste dans l'appartement en Sibérie. Je m'en rappellerai toujours. Mais je t'expliquerai pour toi, hein, pourquoi. Hein. Et je suis arrivé dans l'appartement et j'ai décidé de faire un jeûne. Et pourquoi je te dis que j'ai décidé de faire un jeûne? Parce que quand je travaillais à Auchan, quand il y a eu le Covid, j'ai passé des diplômes de naturopathe par correspondance en France. Et j'ai réussi mon diplôme de coach en nutrition et de naturopathe. Parce que j'étais passionné de la nutrition. Ouais, parce que tu vois, en fait, un docteur, il soigne des maladies. Et moi, je ne suis pas un docteur. Moi, je donne de la santé. Tu fais de la prévention. Je fais de la prévention, tout simplement. Mais tu peux, alors, je sais que les naturopathes n'aiment pas dire ça, mais tu peux très bien guérir aussi avec de la naturopathie, des plantes, etc., au lieu de passer par de la médecine traditionnelle. C'est possible aussi. Ben, je vais t'expliquer. Quand je suis arrivé, j'ai eu mon Covid, j'ai décidé. Le docteur m'a dit vous allez prendre beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de cachets. Et déjà, que j'étais déjà dans la nutrition, que j'étais dans le naturopathe, passionné de la nutrition, j'ai décidé de faire un jeûne. Et pendant 10 jours, je n'ai pas mangé. Je suis resté dans mon appartement, j'ai lu, j'ai bouquiné, je regarde la télé, je marchais dans la rue à moins 20, moins 30. Ça tue les bactéries aussi, ça? Ça tue les bactéries. Et j'ai pas mangé. Un peu de samagone. Mais non, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé pendant 10 jours. Mais je peux te dire que le Covid, il est passé au-dessus de moi. Il est vite parti. Ça lui a pas plu ton corps. Ah non, il a dit, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à gratter. Il n'y a plus rien à dire, il fait trop froid. Donc voilà, je me suis soigné sans médicaments, sans rien, juste en faisant un jeûne. Et c'est là avec ça que j'ai vu, en faisant sur moi-même, tu vois, en le faisant sur moi-même, j'ai vu que je peux le faire. Explique ce que tu fais et tes autres projets à côté. Je mettrai les liens en description, les amis, de Patrick sur la naturopathie et sur ses autres projets. Tout est en description. Ok. Alors je t'explique. Moi, pour l'instant, la naturopathie, c'est un petit boulot à côté. On va dire, j'y vis pas trop encore de ça. C'est un peu plus ma passion. Et il faut pratiquer pour pouvoir... déjà, je le pratique sur moi-même. Je le pratique sur moi-même, c'est-à-dire je fais des jeûnes 3 fois par an, je ne mange pas de viande. Bon, ça n'a rien à voir avec je mange très, très vivant, beaucoup de légumes crus, qui est très bénéfique pour notre organisme. Sinon, à part ça, là sur mon site que je vais te donner, j'ai... Comment il s'appelle le site? Brainchef Patrick. Brainchefpatrick.ru. Voilà, .ru. Donc brainchefpatrick.ru, c'est en fait j'accompagne les restaurants, soit des ouvertures de restaurants ou soit des problèmes de gestion de personnel ou sur faire des menus thématiques, on va dire des thèmes français. Donc je pars partout, dans toutes les régions. J'ai déjà fait beaucoup ça. Je suis parti en Ukraine, je suis parti en Bélarus, je suis parti en Novosibirsk, Ekaterinbourg. Je connais beaucoup la Russie, quoi. J'ai beaucoup voyagé en Russie. Et puis et j'amène la culture française. Et que j'aimerais faire comme toi un petit peu. Toi, tu pars plus dans faire découvrir la Russie, et moi, j'aimerais faire découvrir, tu vois, on pourrait faire quelque chose ensemble sur la gastronomie, tu vois. Donc voilà, donc je fais ça, et pourquoi je fais ça? Parce qu'en restauration, il y a un tout petit problème ici en Russie. En France, en Europe, les employés doivent s'adapter au chef. Ah, ici, c'est le contraire. Ici, tu dois t'adapter aux employés. Oh. C'est dur, hein? Ça n'a rien à voir.
c'est même très dur parce que en fin de compte, c'est plus du travail de psychologue sur la psychologie et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. J'adore ça. Merci. Parce que je travaille dans la cuisine avec une vaste culture musulmane, c'est toutes les cultures qu'il y a. Et des gens qui parlent des fois pas russe, quoi. En ce moment, je travaille dans une ferme écologique et les gens ne parlent pas russe, quoi. Alors, tu t'imagines comment il faut communiquer pour leur montrer des recettes et tout ça. Mais il faut s'adapter. Et c'est pas évident. Et je sais que tous les chefs français qui sont en Russie, qui sont à Moscou, que je leur passe le bonjour, ben, ils pensent la même chose que moi, qu'il faut vraiment s'adapter. Donner ton autorité comme tu as en France dans les restaurants étoilés, tu ne le fais pas ici. Ça, ici, tu ne le fais pas. De toute manière, voilà, la Russie, quand on est français et qu'on veut s'expatrier, il y a quand même une faculté à avoir, c'est de s'adapter. S'adapter, apprendre et analyser son environnement. Et puis la Russie, c'est vraiment pas une culture d'assister. Et c'est une des grandes différences qu'on peut avoir aussi avec la France. C'est-à-dire que si vous faites rien, vous allez vraiment rien avoir. Donc c'est à vous d'aller chercher les opportunités. Il y a plein d'opportunités ici dans tous les domaines, mais c'est à vous vraiment d'aller les chercher. Qu'est-ce que vous apportez à la Russie? Si vous avez des choses à apporter à la Russie et que vous vous donnez, la Russie va vous redonner en échange. Exactement. Il y a beaucoup de choses à faire en Russie. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça grandit très vite. Et puis, moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de Français. Tu vois, il y a un réseau un peu italien qui sont très soudés. Et j'aimerais qu'au niveau français, celui qui a besoin d'aide, on sera toujours là avec ton groupe. Voilà, mon groupe privé de francophones. On est déjà plus de Qui- 50. Donc ça grandit assez vite. N'hésitez pas à le rejoindre parce qu'on est là vraiment pour faire un partage d'informations, de réseaux, d'opportunités, de parler un peu business, de partenariat. Donc je pense que c'est intéressant. C'est pas si mal. Possible. Voilà, on a un petit dessert avec Patrick. Un petit dessert qui s'appelle l'île flottante. L'île flottante, qui Alors, n'est pas incroyable. notre île flottante, mais qui est en tout cas très mignon. Très gastronomique. Voilà, pour bifurquer un peu sur la bouffe. Ouais, c'est un restaurant ici où on est là. C'est un restaurant que j'ai participé à l'ouverture. À l'ouverture, wow, Ouais, extraordinaire. qui s'appelle Amici. Amici, génial. Amici. Génial, est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui me suivent, ceux qui sont intéressés par la Russie, pas forcément de s'expatrier ou de s'expatrier, voilà, est-ce que tu as un petit mot? Un petit mot de la fin. La Russie est un beau pays. La Russie est un beau pays et je souhaite à tous les gens qui veulent venir, en Russie, s'épanouissent comme moi je me suis épanoui. Parce que moi j'ai trouvé mon bonheur. Mon bonheur il est ici, Charles. Et ça fait 16 ans que je suis là. Je suis dans ma maison là, en dehors de Moscou. Tu sais quoi? J'ai même pas de gaz à la maison. J'ai pas de gaz à la maison. Je suis au pétrole. Je me chauffe au pétrole. Mais je m'en fous. J'aime ça. Et ma vie est ici. Ta vie est ici. Ah ouais. Et quand je te dis ça, tu vois, j'ai beaucoup de frissons, tu vois. Parce que vraiment, c'est un pays que j'adore et j'ai hâte d'avoir mon passeport et de pouvoir vivre comme j'ai envie de le vivre ici. Au jour où ici, on a une opportunité de vivre. En France, de survivre. C'est ça la différence. Exactement, exactement. Voilà les gars, je trouve que Patrick a quand même une histoire très intéressante qui est loin d'être banale. Un parcours professionnel surprenant, très intéressant. Il a rencontré beaucoup de monde. Je lui souhaite plein de succès dans ses nouveaux projets. Que vous soyez russe ou français, n'hésitez pas à le contacter. Je mets les liens en description. Et vous pourrez aussi avoir des échanges directs avec lui sur mon groupe de francophones où il en fait partie. Il échange déjà avec certaines personnes qui veulent venir travailler et se développer professionnellement en Russie. Et il peut aider. Il peut aider. À bientôt. À bientôt. Paka paka. Paka.